bienvenue donc sur ce plateau de Bi Positive, aujourd'hui à Lyon. Et donc, je me présente, Christian Brodag, président de Construction 21, donc la plateforme et le média social de la construction et de la ville durable. Nous sommes tous réunis autour de ces questions de transition énergétique, de transition écologique, et tous conscients ici des enjeux à relever. Et ces enjeux, ils seront relevés collectivement et surtout avec des projets concrets, pratiques, mis en œuvre. Et donc, c'est l'objectif de cette table ronde, de vous présenter un certain nombre de projets qui ont été primés dans le cadre d'un des projets de Construction 21, que je présenterai après, qui sont les Green Solutions Awards, qui permettent au niveau national puis au niveau international de sélectionner les cas les plus représentatifs des innovations et des solutions qui s'offrent à nous pour le développement durable. Donc, je vais commencer par vous présenter donc les trois intervenants qui sont tous venus avec un bagage très fort, celui de leur projet qu'ils ont réalisé, qu'ils partageront avec vous. Donc, Michel Carrière. Oui, je suis adjoint au maire des Mureaux dans les Yvelines. Très bien, qui nous présentera un projet lié à un écoquartier. Geoffroy Ville. Effectivement, bonjour à tous, Geoffroy Ville, donc responsable commercial de la société Attaway. Je vous parlerai d'hydrogène. D'hydrogène, une station hydrogène. Et puis enfin, Carmen Munoz-Dormois. Oui, bonjour. Je suis directrice générale des Citelum, qui est une filiale d'EDF spécialisée dans les infrastructures urbaines, éclairage, sécurité, mobilité. Et je vais vous parler du projet d'éclairage intelligent de Copenhague. Très bien, je vous remercie. Alors, je vais tout de suite leur céder la parole. Juste avant, quelques éléments sur Construction 21. Donc, le pari de Construction 21, c'est celui d'identifier et de partager massivement les meilleures pratiques. C'est un média social, donc il y a à la fois des bases de données de réalisation, dont pouvez-vous aller sur le site de Construction 21 et trouver de nombreux cas décrits de façon très précise, parce que ça permet effectivement que ceux qui voudraient s'en inspirer ou les dupliquer d'avoir des éléments factuels et aussi des contacts pour pouvoir s'approprier ces innovations. Donc, base de données d'innovation en matière de bâtiments, en matière d'écoquartier et en matière de fonctions et de services urbains. Donc, on est plutôt sur ces deux catégories, écoquartier aujourd'hui et donc services urbains. Nous avons aussi des réseaux sociaux, de la diffusion d'informations avec des partenariats avec la plupart des revues. Et puis, on a aussi une particularité, c'est que nous sommes présents dans 11 pays. C'est pas un détail. Donc, nous avons une vision mondiale, 11 pays principalement européens, mais aussi du Maghreb et aussi de la Chine. Le petit dernier, si j'ose dire, est un partenaire chinois. Et donc, les pratiques que l'on identifie sont aussi comparées au niveau international. Et donc, il y a vraiment une émulation internationale. Et d'ailleurs, les awards, donc ce prix qui a lieu chaque année, sont remis au niveau international lors de la COP. Nous étions à Katowice pour la COP 24, pour la remise de ces awards en marge de la réunion de l'Alliance mondiale pour le bâtiment. Donc, Construction 21 est vraiment un média global, mais local aussi, parce qu'on s'intéresse vraiment à ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et donc, on va atterrir maintenant sur des terrains très pratiques, très concrets, et donc qui se permettront de mieux comprendre. Vous avez donc cette vidéo sera diffusée par Construction 21 aussi, sur le site de Construction 21, et vous pouvez aussi, ces différents cas, en avoir la description beaucoup plus approfondie sur notre site. Voilà, donc cette introduction étant faite, donc nous avons choisi où les jurys ont choisi trois projets assez différents, mais qui sont tous un peu de la même nature, c'est-à-dire à la fois visent la performance environnementale et notamment vis-à-vis du climat, mais aussi une insertion sociale et je dirais des services au service de la population et donc dont la dimension sociale et économique est évidemment essentielle. Alors, on va commencer par vous, monsieur le maire, l'écoquartier Molière des Mureaux. Alors, présentez-nous brièvement les Mureaux et puis ce projet que vous avez porté vous-même. C'est vraiment un projet personnel, un engagement personnel, donc vous allez témoigner de tout cela. Je suis élu au développement durable. Rien ne se fait sans être porté fortement par les élus. Sinon, ce n'est pas la peine de faire. Première des choses, les Mureaux est à l'ouest de Paris.
par la Seine à 95 km, par la route à un peu moins de la moitié. 32 700 habitants à ce jour. Le projet écoquartier, au départ, était simplement un projet en rue. Je dis simplement. Un projet en rue qui a démarré au début des années 2000, qui concernait un périmètre de 70 hectares, 15 000 habitants, donc quasiment la moitié de la population de la ville, et qui avait un intérêt, c'est que tout simplement nous avons travaillé dès le début sur les items du développement durable sans même se préoccuper du label écoquartier. C'est tout simplement en travaillant avec le ministère que venant visiter logiquement les opérations en cours, qu'il s'est aperçu que nous étions dans cette démarche-là et qu'effectivement en 2014 nous avons eu le label numéro 3, la phase 3 en 2014 et la phase 4 en 2017. Pourquoi remarquable? Il a une spécificité donc, c'est qu'il est en plein quartier, population socialement très classée et des quartiers un peu en déshérence. Sur les 70 hectares, l'espace public n'appartenait pas, était un espace public sur propriété foncière, très souvent des bailleurs. Donc il a fallu remettre de l'ordre très vite et nous avons retrouvé 25 hectares après un travail sur les limites et les fiches de l'eau. Très vite, ces 25 hectares, nous avons souhaité les investir de la même façon que les parcelles individuelles. Projet très adapté à l'environnement. Pourquoi? Parce qu'on s'est imposé aux autres, à nous, ce que nous faisions aux autres. L'infiltration de l'eau à la parcelle, le travail sur l'énergie, la mobilité, l'éclairage, enfin, des choses maintenant bien connues. Et d'emblée, dès une enquête publique loi sur l'eau en 2008, nous avons d'ailleurs eu une chance extraordinaire, c'est que nous avons eu un des deux hydrogéologues qui était favorable à l'infiltration. Tous ne le sont pas, hein. Donc c'était très intéressant. Ensuite, nous avons en même temps, nous avons cheminé, nous avons construit une chaufferie biomasse de 6 mégawatts quasiment. Et ça, c'était quelque chose d'important pour nous, à la fois de connecter l'ensemble des établissements publics, mais le plus de logements sociaux si possible. Il y avait déjà avant un réseau de chaleur ou vous l'avez créé? On a rassemblé 2 réseaux de chaleur qui fonctionnaient pas du tout à la biomasse. Et les rassemblant, ce réseau de chaleur maintenant irrigue d'ailleurs d'autres limites que l'écoquartier. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs même, nous sommes en train d'étudier pour construire une deuxième chaufferie biomasse qui prendrait d'autres établissements publics, que ce soit un ancien campus d'EDF, des établissements hospitaliers. Donc l'objectif étant effectivement, et on est à 72% de biomasse, ce qui est quand même intéressant et il fallait performer là-dedans. Ensuite, la question de l'eau nous est apparue extrêmement importante. Donc cette enquête loi sur l'eau, on a voulu s'imposer à nous-mêmes, c'est-à-dire que sur les 25 hectares d'espace public, nous avons infiltré, nous avons supprimé 11 km de réseau d'eau pluviale, et même sur une pente à 10%, ce qui était quand même extrêmement important, une gageure, et ça fonctionne sans aucun problème. Nous avons construit 3 km de nous, fait ressurgir un rue, et nous comptons le prolonger ailleurs pour rejoindre la Seine. Donc, si vous voulez mieux, le travail sur l'îlot de chaleur, donc de le changer en îlot de fraîcheur, la question de la qualité de l'espace public, mais aussi l'appréciation de la température et d'y bien vivre. C'est pour ça que nous avons introduit immédiatement un parc de plus de 7 hectares. Je le trouve un peu minéralisé, mais il est très intéressant parce qu'on y apprécie justement toute la traversée des 5 quartiers. C'était auparavant 5 quartiers. Maintenant, on dit l'éco-quartier. Donc tout ça s'est fondu. Ça a été totalement ouvert. Quartier un peu difficile auquel nous avons implanté en son milieu
un établissement qui est le pôle Molière. Nous avons arasé la tour Molière, nous l'avons déconstruite et construit le pôle Molière, qui est une opération qui comprend 7 bâtiments, dont certains sont positifs et d'autres passifs, avec toiture végétalisée. Donc sur cette pente, avec un parasol de 400 mètres carrés, de panneaux photovoltaïques. Donc l'objectif vraiment d'avoir une performance sur là où l'on pouvait, sur tout ce que l'on pouvait. Et surtout, une question extrêmement importante, pour moi en tant qu'élu, c'est la question des labels. J'ai tenu, c'est passé, ça continue, bien qu'il y ait toujours des récalcitrants, à avoir des opérations labellisées HQE. La mairie en était une, c'était la première sur les bâtiments tertiaires. Le pôle Molière en est une, on en continue, on en fait une autre sur un autre pôle. Et nous avons même certifié HQE un espace, un jardin. Enfin, un jardin. Le parc, en tant qu'aménagement, a été certifié. Alors, pourquoi? D'abord parce que les élus, vous savez, ça change très vite. Ils ne sont pas meilleurs que toutes les autres qualités socio-professionnelles. Ils ne tiennent pas toujours leurs engagements. Vous engagez ça, il y a des principes simples. Transparence, publication des résultats, et ça, c'est majeur. Donc, et les populations peuvent changer, on est obligé toujours de revenir sur les questions de coûts, de résultats et de performance. C'est peut-être pour certains un peu compliqué, mais la première cible pour moi et la plus importante, c'est l'insertion dans un site, donc un travail sur une très bonne fiche de l'eau et le travail qui va derrière, c'est-à-dire le travail sur toutes les cibles. La question de la santé, on ne peut pas parler d'environnement sans parler de santé, de mieux vivre et de plaisir à vivre. Donc ça, c'était aussi une démarche forte pour nous. C'est-à-dire que les populations y trouvent réellement leur satisfaction. Même si la ville des Mureaux est une ville multiculturelle, qui vit sans problème ce multiculturalisme, il n'y a pas de heurt entre les communautés. Et là, on retrouve un espace où on peut vivre parfaitement, agréablement. Le pôle Molière implanté à son milieu, en établissement, en tant qu'établissement, sa vertu, c'était aussi pédagogique. Pour tous les acteurs de la ville, c'est quelque chose de partagé et en même temps, ça introduit de la qualité dans des quartiers qui ne la connaissaient pas toujours. Et ça, c'était... Alors justement, pour la population, comment elle est associée à quelles étapes, comment elle a été intégrée dans ces projets? Parce que je vois qu'il y a différentes cibles, et dans les images qu'on voyait aussi, il y a les jeunes là devant les tablettes, etc. Enfin, il y a de l'implication du public. Comment l'écoquartier, comment sa dynamique se fait aussi avec la population? Avec de la participation. Et puis, si vous voulez mieux, quand on a commencé le projet en rue, on a été obligé de beaucoup discuter et travailler avec les citoyens parce que quand vous démolissez grosso modo 1250 à 1300 logements, vous ne faites pas tabula rasa pour après reconstruire. Donc on déconstruit en même temps qu'on construit. C'est psychologiquement extrêmement important parce que décohabiter pour changer de logement dans lequel vous pouvez vivre des fois depuis des décennies, ça heurte, c'est pas facile. C'est un deuil, oui, c'est un deuil. C'est un deuil, oui, donc oui, on a travaillé sur ça. On a travaillé aussi sur la participation. C'était pas la fête, la déconstruction, mais c'était ouvert à tous et à tout le monde et très partagé. Donc le but, c'était de faire admettre et comprendre qu'on faisait quelque chose de mieux. Parce que ce qui a été démoli, quand ça a été construit, c'était un mieux-disant social. Seulement, avec le temps, le mieux-disant social, faute d'engagement, faute de temps, faute de présence, des fois après plusieurs réhabilitations, ce qui est quand même relativement triste, le résultat n'était pas terrible. Donc il a fallu mettre cette question de l'environnement nous est apparue extrêmement primordiale. Et en même temps, le pôle Molière est un établissement dans lequel il y a 2 écoles, il y a des centres aérés, il y a une crèche, avec une rue intérieure qui sépare les bâtiments où les enfants sortent des écoles pour aller dans des bâtiments avec des thématiques spécifiques. Et en même temps, cette rue peut être fermée et on y rentre pour aller chercher ses enfants. C'est quelque chose où il y a de la vie. Les gens viennent tous y faire des activités. Quand l'école est finie, nous avons voulu des
des bâtiments qui pouvaient servir, je ne dirais pas 24-24, mais le plus longtemps possible à des usages très diversifiés. Ce qui fait que l'acceptation a été extrêmement importante. Après, il y a la qualité, le design qui fait qu'on est heureux de vivre dans quelque chose qui est beau. La beauté, alors la beauté, évidemment, c'est très suggestif, hein, mais ça se partage et ça s'explique. Et là, on a même mis dernièrement une œuvre de Jacques Paris dans un parc ouvert avec des tableaux qu'on peut voir à 180 degrés sur Orion, ce qui est extraordinaire. Voilà. Très bien, mais écoutez, vous donnez vraiment envie de venir habiter à Murau, il y a encore de la place. Mais, oui, on bouge encore. On bouge encore. Mais comme tout le monde ne pourra pas venir habiter chez vous, comment peut-on, cette expérience, comment elle peut être transférée et vous, quelle recette vous donneriez à un élu qui voudrait entreprendre ce chantier d'écoquartier dans toutes les dimensions que vous avez illustrées? Brièvement. Du travail. On ne fait rien sans rien. Même les élus. C'est bien de travailler quand on est élu, parce que ça peut être productif. On n'est pas là juste pour blablater. Donc, il faut travailler aussi avec les citoyens, les suivre. Et moi, cette question de la qualité est majeure. Et en plus, avec des objectifs politiques très transparents. La question de la Convention des maires, des 3x20 qu'on a signé avec l'Europe en 2010, est extrêmement importante. Se donner des objectifs, quels qu'ils soient, mais les défendre fortement et toujours aller le plus haut. Moi, je suis pour les labels, je suis pour les questions qui donnent à faire travailler à la fois les techniciens, mais ça, c'est pas un problème, ils y sont habitués. Et puis le travail en mode projet, en dissociant bien les choses, en travaillant à la fois verticalement, mais très horizontalement. Pour produire des résultats, il faut aussi avoir un travail vertical, des responsables et passer à tabac de contrebande de temps en temps. Très bien, écoutez, merci beaucoup de cette expérience. Donc on va passer à un tout autre sujet. Donc il s'agit d'un sujet plus technique, plus localisé, mais qui a des implications évidemment très larges. C'est la station de recharge donc hydrogène d'Ottaway. Donc Geoffroy Ville, présentez-nous votre projet. Effectivement, toujours en lien avec les collectivités quand même si c'est un sujet plus technique, c'est toujours en lien avec les collectivités. Pour introduire un petit peu le sujet et le projet, je vais vous parler un petit peu d'hydrogène. L'hydrogène ne provient pas de nulle part, c'est-à-dire qu'il faut le produire. Et pour produire cet hydrogène, aujourd'hui, de manière décarbonée, on vient l'extraire de la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau, molécule simple, H2O, en faisant passer un courant électrique dans l'eau, on vient l'électrolyser et on vient casser cette molécule H2O en H2 hydrogène, O2 oxygène. On récupère l'hydrogène. Et donc cet hydrogène devient un vecteur énergétique. Donc c'est un moyen de stocker des énergies. Comme je vous l'ai dit, on le produit à partir d'eau et d'électricité. Et donc ce vecteur énergétique va permettre de connecter les marchés entre eux. L'hydrogène, on peut en faire plusieurs choses. C'est utilisé aujourd'hui dans l'industrie, dans les industries de process. Ça peut être réinjecté dans les réseaux de gaz naturel. C'est utilisé également en tant que carburant dans les véhicules. Aujourd'hui, il y a des voitures qui fonctionnent à l'hydrogène. Et donc nous, on se positionne aujourd'hui en tant que fabricant de stations hydrogène. Et on a un client qui est venu nous voir un jour, qui est le syndicat d'énergie du Morbihan, qui s'appelle Morbihan Énergie, qui est basé à Vannes, et qui dispose d'à peu près 4000 m² de bâtiments avec des panneaux solaires installés en toiture. Ils ont à peu près 120 kW crête. Ces 120 kW crête sont en partie autoconsommés grâce à des batteries. Ils ont également un système de gestion de l'énergie qui est installé dans le bâtiment. Et ils ont également deux micro-éoliennes qui fournissent quelques kilowatts de puissance. Sur leur site, ils ont également des véhicules électriques, donc des bornes de recharge électriques pour recharger ces véhicules. Et le président du syndicat d'énergie, qui est également un élu, qui est maire d'une collectivité locale, qui croit beaucoup en la transition énergétique, se disait, moi l'hydrogène, j'y crois beaucoup, c'est la deuxième étape. J'ai commencé par l'électrique batterie. Maintenant, la deuxième étape, ce que je veux développer, c'est l'hydrogène. Comment est-ce que vous, à Ottaway, vous pouvez nous aider? On a échangé, et on lui a dit, voilà, nous aujourd'hui, on fait des stations hydrogène qui produisent de l'hydrogène de manière locale à partir d'eau et d'électricité. On peut utiliser une partie de votre productible solaire installé chez vous, les excédents énergétiques, pour faire de l'hydrogène et pour alimenter un véhicule qui vous appartiendrait.
Donc c'est comme ça qu'a commencé le projet. Et puis au fur et à mesure du projet, il y a un autre acteur qui est rentré qui s'appelle Engie Cofeli, qui est assez connu, qui est l'opérateur et l'exploitant de la station hydrogène. Donc aujourd'hui, le projet, c'est un projet tripartite avec Morbihan Énergie, qui est le client final, qui a acheté un véhicule hydrogène, qui est une Hyundai iX35. Donc c'est un SUV qui fonctionne à l'hydrogène. L'intérêt de l'hydrogène dans la mobilité, c'est que c'est un véhicule électrique, c'est-à-dire que l'hydrogène est retransformé en électricité dans le véhicule. Les avantages de l'hydrogène pour l'utilisateur du véhicule, c'est une autonomie augmentée, parce que c'est un véhicule qui va faire entre 500 et 600 km d'autonomie, et un temps de recharge qui va de 3 à 5 minutes. Donc on retombe sur un usage d'un véhicule traditionnel, sauf que c'est un véhicule vert qui rejette uniquement de l'eau. Donc voilà, donc Morbihan Énergie s'est doté d'un véhicule, et Engie Cofeli a mis en place une offre de location de stations hydrogène. Donc c'est Engie qui loue aux clients avec toute la partie exploitation, toute la partie maintenance de l'équipement. Et donc nous, à Tawé, on est fournisseur de l'équipement. C'est un projet qui a été installé il y a à peu près 2 ans. Et la collectivité, enfin le syndicat d'énergie aujourd'hui en récupère les fruits, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on appelle des early adopters, des personnes qui ont été assez innovantes. Et ils sont référencés maintenant sur le territoire du Morbihan comme les référents en lien avec la mobilité hydrogène. Et ça a permis de faire bouger les choses, parce que ça a permis de faire bouger la région également, qui s'est dit « Ah bah tiens, ça marche, effectivement, ça peut être intéressant, et ça répond à des projets de transition énergétique ». Et donc maintenant, ils vont installer une station hydrogène de beaucoup plus grande capacité pour accueillir des bus, des flottes de dizaines de véhicules, des flottes de taxis. Donc voilà, donc ça, d'un petit projet, ça a permis de développer une infrastructure hydrogène au niveau du territoire. Très bien, donc là on est vraiment dans la transformation de l'électricité en hydrogène, donc c'est un vecteur énergétique. Au niveau de la production d'électricité, donc on est quel pourcentage du réseau, et il y a de l'autoproduction, ou c'est un objectif Alors, effectivement, l'objectif à terme aujourd'hui, c'est en fait l'hydrogène. Pourquoi est-ce que ça se développe aujourd'hui? Ça se développe parce qu'on parle d'énergie renouvelable, et on a besoin de stocker ces énergies renouvelables qui sont intermittentes. Pour les stocker, l'hydrogène, c'est un vecteur de stockage donc, qui est une réponse à un stockage massif. Donc à terme, l'objectif, c'est d'être capable de produire de l'hydrogène uniquement à partir d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, sur le projet de Morbihan Énergie, je dirais qu'il y en a à peu près 50% qui est produit de manière renouvelable, et les autres 50% qui sont un complément du réseau. Cependant, vous pouvez avoir aujourd'hui de l'énergie verte du réseau, ce qui est aussi un moyen d'intégrer des énergies renouvelables à l'échelle du réseau de manière massive. En termes de diffusion de ce genre de technologie, alors on a toute une chaîne de la valeur en fait. Alors déjà du côté des automobiles, donc il y a aujourd'hui un grand conflit entre les accus type Tesla. C'est Toyota, je crois, qui s'était positionné sur l'hydrogène. Enfin, il y a des conflits internationaux au niveau global pour quelle voie propre. Comment vous voyez ce débat? Est-ce qu'il y aura un partage? Est-ce qu'il y en aura un des deux qui gagnera sur l'autre? Comment vous voyez cette question? Et effectivement, il y a un conflit aujourd'hui. Mon opinion, c'est que dans les années à venir, on a besoin de trouver des alternatives au pétrole. Ce sera, à mon avis, non pas une solution, mais plusieurs solutions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour des véhicules batteries. Il y a de la place pour des véhicules hydrogène, des véhicules qui vont rouler au gaz. À mon avis, il y aura un ensemble de solutions qui vont permettre de décarboner et de répondre aux enjeux de la transition énergétique. Ça c'est ma vision. Alors, est-ce qu'il y a un effet de taille, c'est-à-dire de rendement croissant, ou comment ça se pose? C'est-à-dire, à terme, quelle est la taille optimum que l'on peut envisager pour ce genre de station? Faut-il de multiples petites stations, ou des stations moyennes, ou des grosses stations? Enfin, comment la technologie nous s'oriente? Alors, il existe déjà différents types de stations. Il y a des toutes petites stations comme celle du projet de Morbihan Énergie. Il y a des stations de moyenne capacité. Nous, on va installer par exemple une station à Chambéry pour recharger une flotte de 40 à 50 véhicules. Et puis, il y a des stations d'encore plus grande capacité pour recharger des bus, des camions, des flottes là où on parle de centaines de véhicules. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qui existe sur le marché, faut être clair, en France, il y a 350 véhicules qui roulent à l'hydrogène. Donc c'est le début, c'est peu.
Ça se développe chaque année, mais aujourd'hui, c'est plutôt des stations de petite ou moyenne capacité pour répondre aux besoins. Mais ça va être l'objectif, c'est de créer un maillage du territoire. Si on veut que les gens achètent des véhicules, il faut qu'il y ait des stations hydrogène à proximité de chez soi. Si on n'avait pas de station essence, on n'aurait pas de véhicule. S'il faut faire 50 ou 100 km pour se recharger, ça ne marche pas. Donc l'objectif, c'est de créer vraiment un maillage territorial, et ce sera un mix entre des grandes stations sur les lieux de consommation forte d'hydrogène et de plus petites ou moyennes stations dans les endroits où il y a un petit peu moins de véhicules qui passent. Donc effectivement, c'est assez fantastique. Il y a du monde sur ce marché. Comment ça se passe? Alors, ça commence à bouger. Oui. Si vous m'avez posé la question il y a 2 ans, en France, vous aurez dit la mobilité hydrogène en France il y a 2 ans. Il n'y a pas grand-chose. On a tous les acteurs de la filière en France. On n'a rien à envier aux autres pays qui sont peut-être un petit peu plus en avance. Je pense à l'Allemagne, je pense au Japon. On a vraiment tous les acteurs de la filière. On a toutes les technologies qui sont réunies en France pour créer un marché de l'hydrogène. Donc, on n'est pas tant d'acteurs aujourd'hui. On a encore une petite filière, clairement, mais on a toutes les compétences et on a toutes les technologies. Et de ce projet, j'en rajoute un petit peu. Oui, allez-y. De ce projet, on a beaucoup travaillé avec Engie Cofeli pour réfléchir à une offre pour permettre aux collectivités et même aux entreprises d'accéder de manière assez simple en fait à la mobilité hydrogène. Et Engie Cofeli aujourd'hui propose nos stations en leasing pour les collectivités, de même que les véhicules. Donc, c'est-à-dire que toute collectivité aujourd'hui qui voudrait se lancer dans la mobilité hydrogène à petite échelle, avec 1 ou 2 voitures, peut aller voir Engie Cofeli, frapper à sa porte en disant voilà, moi je voudrais m'équiper d'une station et de quelques véhicules, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et aujourd'hui, ils proposent des offres de location, ce qui évite d'investir du coup dans les équipements. Très bien. Et dans les véhicules aussi. Donc on est vraiment dans la location, l'économie de la fonctionnalité, on vend du service. Très bien, mais écoutez, ça fait aussi rêver. Donc, on est très heureux d'avoir primé. Donc, vous avez été lauréat France donc des Awards, mais aussi deuxième Grand Prix au niveau international. Donc, j'espère que ça a donné aussi une visibilité internationale à cette initiative. À ce titre, on vous remercie parce que maintenant, c'est vrai que ça a fait parler de nous dans le monde du bâtiment, qui n'est pas notre métier de prédilection. C'est vrai, on est plutôt en lien avec l'énergie, mais étant donné que maintenant les bâtiments sont producteurs d'énergie, on vient nous voir en disant voilà, on a des énergies, on a des bâtiments qui produisent plus que ce qu'ils consomment, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est vraiment le pari d'ailleurs je me permets de rebondir, de Paris Construction 21. On est parti sur le bâtiment. On a été aux écoquartiers parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont à la fois quartier et bâtiment. Enfin, il y a des interactions. Et puis avec les services urbains, donc l'énergie en fait partie. On n'a pas eu le temps de parler de déchets, mais il y a aussi un certain nombre de questions qui s'intègrent au niveau des territoires. Donc c'est notre pari, c'est de pouvoir représenter à la fois les différentes technologies et leurs interactions, parce que tout ceci se développe de façon systémique. Merci encore de votre présentation. Maintenant, je vais donner la parole donc à Carmen Munoz-Dormoy, donc directrice générale de Citélum. Oui. Alors, vous allez nous présenter donc l'éclairage intelligent à Copenhague. Alors, oui. Pourquoi Copenhague? Copenhague, c'est pas anodin que les projets de Copenhague d'éclairage intelligent aient été primés, parce qu'en fait, Copenhague, pour tous ceux et celles qui la connaissent, c'est une ville qui est engagée depuis très longtemps et dans la transition écologique et puis dans la modification des comportements collectifs et individuels. Donc, c'est la première ville qui a pris un engagement de neutralité carbone pour très tôt, puisque c'est pour 2025. Et donc, ils ont une approche holistique, très globale et des impacts environnementaux de la ville. Déjà, la première fois que vous allez à Copenhague, vous êtes surpris de voir comment les mobilités douces sont complètement intégrées par tout le monde dans la ville. Donc, il y a des autoroutes à vélo et gare à celui qui ose mettre un pied sur une voie à vélo. C'est des vraies autoroutes, les vélos vont très vite et c'est le mode de transport standard. Il faut savoir qu'en hiver, quand il neige, parce qu'il neige pas très souvent, mais il neige, il déneige d'abord les voies à vélo,
pour faciliter les transports douces, les mobilités douces, alors que les voies des voitures restent enneigées à la limite que les voitures restent dans un bouchon, ce n'est pas un problème, c'est les voies vélos qu'il faut dégager en priorité. C'est vraiment une preuve de priorité politique. Mais absolument, absolument, c'est complètement assumé. Et donc, en fait, c'est dans ces contextes-là où Copenhague voulait travailler sur tous les aspects, et notamment quand on est dans un vrai projet de neutralité carbone, au-delà de transformer les types d'énergie, il est évident que la réalisation d'économies d'énergie et l'efficacité énergétique sont quelque chose de clé. Alors, avant de rentrer dans le projet, Citélum, qui vous êtes et pourquoi vous avez été à Copenhague? Oui, donc Citélum, nous sommes une filiale d'EDF et nous travaillons sur les infrastructures urbaines dans les domaines de l'éclairage, dans les domaines de la sécurité et de la mobilité. Et nous avons aussi une approche numérique depuis plus de 15 ans avec une plateforme Smart City pour justement être en capacité de monitoriser tous les impacts des projets. Et donc en fait, Copenhague voulait travailler aussi sur l'éclairage parce que l'éclairage est une source d'économie très importante. Et c'était une des premières villes qui s'est dit, bon voilà, la LED atteint un niveau de maturité, permet de faire des économies substantielles sur l'éclairage. Donc on voudrait lancer un projet. Mais c'était une ville qui était échaudée parce que dans le passé, avait fait d'autres projets d'économie d'énergie avec d'autres solutions technologiques et à la fin ne retrouvait pas les économies dans la facture. Donc quelque part, dans ces projets, Copenhague voulait un contrat global de performance avec un opérateur qui se fasse taper sur les doigts si les économies n'étaient pas au rendez-vous. Donc, ce qu'on a fait, c'est la ville de Copenhague, c'est environ 36 000 points d'éclairage. Il s'agissait de rénover la moitié à LED, et notamment dans toute la partie centrale de la ville. Vous voyez les photos, c'est en plus des éclairages très particuliers, parce que c'est déjà le style de vie nordique avec le style d'éclairage nordique. Et puis, c'est des éclairages qui sont suspendus au milieu de la rue. Donc, ce n'est pas les mêmes technologies que l'on trouve en France, par exemple, ou dans le sud de l'Europe. Et donc, en fait, tous ces luminaires ont été transformés à LED. Il a été mis en réseau de communication avec un pilotage des luminaires majoritairement en point par point pour pouvoir faire de la régulation d'intensité lumineuse. Et on a installé la plateforme intelligente Muse qui est gérée par l'une de nos filiales, par Cité Gestion. Et cette plateforme, l'exigence de Copenhague, c'est qu'en même temps qu'on l'utilise, nous, pour piloter nos activités et pour piloter les économies d'énergie, il voulait un accès en temps réel pour nous contrôler et pour s'assurer que les économies d'énergie étaient réelles. Donc, il regardait en temps réel les consommations et aussi la disponibilité de l'éclairage et les temps d'intervention. Donc, en fait, Copenhague voulait des résultats, un éclairage qui soit cohérent et compatible avec la culture de la région, et voulait du contrôle pour pouvoir s'assurer que ce n'était pas un projet sur lequel les économies d'énergie étaient promises mais jamais atteintes et qu'à la fin, ils auraient les résultats escomptés. Donc aujourd'hui, avec 50% du parc qui a été rénové, on a atteint 55% d'économies d'énergie et sur l'ensemble de la ville. Ça représente 2,5 millions d'euros par an d'économie. Et en fait, c'est 3200 tonnes de CO2 qui sont aussi économisées par an. Donc, bon, 3200 tonnes de CO2, pour ceux qui ne sont pas experts, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. Bon, quelque part, si on les transforme en appartements de taille moyenne, ça reviendrait à environ 4600 appartements de taille moyenne, la consommation annuelle. Et puis, si on raisonne à un arbre, CO2 consommé par un arbre dans sa durée de vie, donc en fait, on peut considérer qu'un arbre dans une zone humide consomme 1 tonne pendant sa durée de vie. Donc en fait, c'est l'équivalent des 3200 arbres pendant toute leur vie
par an de consommation épargnée. Donc en fait, voilà, Copenhague, très satisfait des résultats, très satisfait de pouvoir contrôler qu'ils sont réels, et puis une ville qui va sans doute atteindre ses objectifs de neutralité carbone beaucoup plus vite que toutes les autres villes dans le monde. Très bien, donc vous avez le service d'éclairage. Quelles sont les modalités économiques? C'est une location, c'est une prestation de service par résultat. Enfin, comment Oui, c'est un contrat global de performance dans lequel en fait on a. Qui investit Là, l'investissement a été fait par la ville, donc c'est l'équivalent. Si on raisonne France, donc c'est un crème. Oui. Style français, donc avec des investissements qui sont faits par la ville, qui ont été finalisés en 2017 pour la rénovation de la moitié du parc d'éclairage. Et puis ensuite, il y a un contrat de maintenance avec des KPI, c'est-à-dire des engagements de résultats qui sont très stricts et avec des pénalités très fortes qui sont associés si ces engagements ne sont pas respectés. Donc dans ces engagements, il y a évidemment les économies d'énergie monitorisées en temps réel, et puis il y a aussi la disponibilité de l'éclairage, c'est-à-dire les taux de disponibilité des points de lumière, parce que, bon, évidemment, si vous faites des économies parce que les éclairages sont en panne, ça ne va pas les faire. Donc il y a la disponibilité de l'éclairage et les délais d'intervention en cas des sollicitations. Ça, c'est les principaux indicateurs que nous avons. Et voilà. Ensuite, il y a des travaux complémentaires qui sont faits parce que les contrats prévoient des travaux supplémentaires. Et donc, cette année, on a fait un projet assez innovant avec eux. Il faut savoir que dans les passages piétons dans la ville de Copenhague, majoritairement, ils n'ont pas des signalisations lumineuses tricolores, c'est des passages piétons mobilité douce qui sont sans signalisation particulière. Et on a utilisé les dispositifs de contrôle des luminaires et les systèmes de communication pour mettre en place des capteurs de présence des piétons et automatiquement augmenter l'intensité lumineuse au passage piéton à l'approche des piétons pour favoriser leur sécurité. Il faut savoir que dans Copenhague, que ce soit les piétons ou les vélos, sont prioritaires. Même les feux tricolores sont réglés pour que la vitesse des vélos règle la circulation. Dans la même logique, ça a été fait pour que la sécurité des piétons passe avant la fluidité du trafic, parce que de toute façon, le but de Copenhague, c'est de limiter les trafics véhiculaires dans la mesure du possible. Alors, il y a une question qui se pose toujours avec l'éclairage, c'est les problèmes de pollution lumineuse et d'effets rebond. On fait des économies d'énergie, donc on éclaire plus. Est-ce que cette question des pollutions lumineuses et de la régulation de la lumière, l'optimisation est prise en compte? Oui, bien sûr. Déjà, clairement, sur la pollution lumineuse, tous les éclairages modernes, je tiens à les dire, sont déjà des éclairages qui n'éclairent pas les ciels, donc les boules qu'on voyait dans les passés pour éclairer, ça n'existait plus. Donc, c'est des éclairages qui éclairent là où il y a besoin d'éclairer, vers la rue, vers les piétons. Donc, en fait, si vous avez vu là dans les images, ce sont les éclairages qui sont installés en milieu des voies et qui éclairent vers les bas, pas vers les hauts. Donc, côté pollution lumineuse, ça a été travaillé. Au niveau de l'intensité, clairement, dans tous les projets que nous faisons en accord avec nos clients, on éclaire juste. Donc, on ne profite pas du fait qu'on a des économies d'énergie pour éclairer plus. En plus, dans la culture nordique, il faut savoir que la lumière est forcément faible et tamisée. Donc, au contraire, on a profité pour mettre les niveaux d'éclairage au bon niveau réglementaire et pas plus. Et ça, c'est quelque chose de très important qui permet d'optimiser les économies, d'éviter la pollution lumineuse et puis de respecter la réglementation pour assurer ce qu'il faut sans surexcès d'éclairement. Donc ça a été vraiment bien pris en compte.
parce que, comme je dis, c'est une ville pour laquelle la préoccupation environnementale est extrême. Et ça va très au-delà de la simple consommation d'énergie, et notamment les impacts sur la biodiversité et sur la pollution lumineuse, c'était aussi très important pour eux. Et puis, évidemment, on a profité du passage à LED pour utiliser tous les potentiels de cette technologie. Et avec les systèmes de communication intelligente, il y a de la régulation qui est faite. Donc, les niveaux d'éclairement ne sont pas les mêmes en fonction des périodes d'utilisation de l'espace public. Oui. Donc, par rapport à des villes qui auraient utilisé les LED, parce que cette technologie, elle est, je dirais pas banale, mais enfin, c'est largement diffusé, vous apportez quoi en termes de service et en termes de performance par rapport aux standards, le fait de toutes ces régulations? Est-ce que vous avez une idée des gains de productivité par rapport vraiment à votre approche globale? Oui, en fait, vous pouvez faire des simples changements à LED. Vous allez faire un certain niveau d'économie d'énergie, mais j'ai vu des projets à LED, je ne vais pas citer les villes, mais vous passez dans des zones où vous trouvez un éclairage qui est éblouissant et qui est surdimensionné. Et si vous changez simplement à LED sans bien dimensionner l'éclairage et sans bien dimensionner les puissances, sans bien calculer les comptes de lumière, vous pouvez vous trouver avec ce que vous disiez, derrière finalement des niveaux d'éclairage qui sont beaucoup trop forts par rapport aux besoins. Donc déjà, un bon dimensionnement, une bonne conception sont clés. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'utiliser des systèmes de pilotage intelligents, comme on a fait à Copenhague, ça permet encore d'aller plus loin, parce que la LED permet de faire ce qu'on appelle les dimming, c'est-à-dire une régulation d'intensité. Vous pouvez réduire jusqu'à 10% de la puissance nominale, et ce qui fait que, en faisant cette régulation des puissances au moment où il n'y a pas des piétons dans la rue, au moment où il n'y a pas énormément de circulation, vous pouvez faire des économies supplémentaires. Donc nous, dans des projets, en général, sur une ville qu'on changerait complètement, on pourrait dire, si c'est un simple changement, sans faire attention au dimensionnement, ça va être du 30% d'économie d'énergie. Si vous faites un bon dimensionnement, vous pouvez faire 50% d'économie d'énergie. Et si vous mettez en place du dimming, vous pouvez monter facilement à 70% d'économie d'énergie. Et sur des quartiers pas très fréquentés, parce qu'évidemment, dans un centre-ville où il y a toujours beaucoup de monde, vous n'allez pas pouvoir jouer à plein sur la régulation, mais sur un quartier pas très fréquenté, sur lequel vous mettez un éclairage auto-adaptatif avec des capteurs de présence, on a des expérimentations sur lesquelles on a atteint 90% d'économie d'énergie par rapport à des lampes de sodium. Donc voilà, mettant de l'intelligence, un bon dimensionnement et le savoir-faire des bons concepteurs, vous pouvez avoir un impact extraordinaire sur l'efficience énergétique et sans diminuer le confort pour les citoyens, ni la sécurité, ni la qualité de l'éclairage. D'accord, de l'intelligence et de l'humain, je crois que ce sont les deux oui. Clés de tout cela. Alors on va finir donc cette table ronde. Je vais donner la parole déjà à notre adjoint au maire préféré, au moins autour de la table. Donc, est-ce que vous êtes prêt à adopter des technologies? Comment dans ces changements et de changements technologiques, est-ce que un écoquartier, au-delà de tout ce que vous avez fait, comment vous pourriez acheter? Alors c'est très curieux parce que je crois qu'on a travaillé avec une autre filiale de Engie sur un projet qui était identique, puisqu'on a équipé avec un logiciel qui était fermé qui s'appelait Synovia, qui permettait de régler effectivement au point d'éclairage près de le régler. Avec un intérêt majeur, en fait, c'est aussi pour la question de la maintenance. Et on a dû équiper sur 4500 ou 4600 points, on a équipé déjà 2200 points, donc quasiment la moitié, avec un logiciel identique. Mais avec aussi une contrainte, le fait que une obligation des LED françaises ou des LED bien fabriquées, et après le fait de fermer l'éclairage quand on n'en a pas besoin nécessairement.
Ça aussi, c'est quelque chose Très bien. d'important. Je vous remercie. Vous vouliez encore ajouter quelque chose et on va Oui, conclure. je voulais dire, il y a une différence fondamentale, vous avez dit, avec un système fermé. Et je tiens à dire que Muse, ce n'est pas une plateforme fermée, c'est une plateforme ouverte qui utilise des protocoles ouverts internationaux, comme les protocoles TOLC. Donc ça, c'est très important parce que nous, à Citellum, on refuse d'enfermer nos clients dans une solution dont ils ne seraient pas libres ou qui leur imposerait trop de contraintes technologiques. Donc on aime bien les plateformes ouvertes, la propriété des données et chez les clients qui détiennent les contrôles et qui détiennent les pouvoirs, et le fait que les systèmes soient interopérables, c'est-à-dire si les clients souhaitent changer des typologies des luminaires ou s'ils souhaitent changer la plateforme, ils peuvent le faire. Ce qu'on ne peut pas faire avec les plateformes fermées. On a coupé ce système et on a modifié. On pourra venir vous voir. Voilà, et on a modifié. Très bien, écoutez, je vous remercie tous les deux. Je vais donner le dernier mot de la fin donc, à Geoffroy Ville. Il a quelque chose à rajouter par rapport à ce débat qui a eu lieu? Pour conclure, je pense que toutes ces technologies un petit peu innovantes, novatrices, sont très liées aux élus. Moi, je le vois d'expérience. Les seuls projets qui voient le jour, c'est les endroits où il y a des élus qui sont motivés, qui prennent les projets à bras le corps et qui les font avancer. Et dès qu'on a ce cocktail assez simple qui est réuni, un élu qui est prêt à faire bouger les choses, à les faire avancer, en général, les projets voient le jour. C'est assez simple. Très bien. Alors quand on est dans une ambiance générale où il y a à la fois des critiques des élus et des entreprises, peut-être que nous pourrons montrer que grâce à des solutions pratiques concrètes, on arrive à réconcilier le citoyen avec à la fois l'entreprise qui offre les solutions et les élus qui les pilotent. Et je crois que c'est par l'exemple que l'on peut peut-être montrer que certaines idéologies ou certains débats devraient s'ancrer sur le concret, et à ce moment-là, beaucoup de problèmes seraient évités. Écoutez, je vous remercie vraiment de votre participation, je vous remercie de votre engagement, parce que toutes ces innovations, c'est un engagement toujours personnel, à la fois des organisations et des individus. Donc, merci de votre engagement. On a été très heureux, Construction 21, d'identifier vos expériences, de les faire connaître au niveau national et international. Et puis, ceux qui ont suivi cette vidéo pourront retrouver sur Construction 21 chacun de ces cas décrits avec pas mal de détails, donc pour aller beaucoup plus loin que ce qui a pu être dit de façon brillante, mais très courte, lors de ce débat. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt. Merci.